France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Très content d'être avec vous sur France Maghreb 2. Et ce soir, eh bien, une émission spéciale Ramdani est en direct sur France Maghreb 2 de Nanterre avec Monsieur Tarek Mami qui est avec nous sur l'antenne de France Maghreb 2. Bonsoir Monsieur Tarek Mami. Bonsoir Monsieur Djahed. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Comme j'ai un retour du casque, donc on va y aller sans les casques en attendant le retour. Alors juste Saha Aftourkom, Saha Sherbetkom, Saha Ramdankom. L'habitude veut que depuis donc en gros 2003-2004, nous sommes tous les ans à Nanterre. D'abord chez Monsieur et Madame Chouir, et ensuite avec Monsieur le maire de Nanterre. Il n'a pas changé depuis. Il s'est fait élire, pas comme dans d'autres pays. Les urnes jusque-là ont été de son côté. L'année prochaine, il y aura une nouvelle urne. On a le droit de dire tout ce qu'on veut parce qu'on n'est pas encore ni dans la période électorale ni dans le silence électoral. On n'est pas encore le vendredi ou le samedi soir de l'élection du premier tour ou du deuxième tour de la municipale. Donc on lui souhaite bon vent pour l'année prochaine, ne serait-ce que par égoïsme, chers habitants de Nanterre, hommes et femmes. C'est parce qu'on a envie de revenir l'année prochaine chez Monsieur et Madame Chouir et qu'on a envie d'avoir le maire avec nous et qu'on a envie de continuer cette émission. Rien que pour ça, nous voterons, bien que nous n'habitons pas à Nanterre, pour le maire actuel. Comme ça, les choses sont claires. Nous vivons assez les événements d'Algérie pour savoir que quand ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Nous, on préfère mettre les points sur les i bien à l'avance. Merci Fatna pour l'accueil. Comme d'habitude, on a dit que c'est depuis 2002-2003. Merci Monsieur le maire, cher Patrick, donc d'être là encore ce soir. C'est toujours un plaisir de revenir pour faire un peu un bilan, j'allais dire, convivial de ce qui s'est passé depuis l'année dernière, surtout qu'il y a une bonne nouvelle en sport depuis hier, pour hier soir. Et pour la mauvaise langue que M. Amou Bouakaz, que vous connaissez tous sur les ondes, l'émission va démarrer donc maintenant. Elle aura techniquement 5 minutes de retard. 5 minutes de retard. Les avions d'Air France qui partent toujours à l'heure, ça leur arrive de la faire, M. Hamou Bouakaz. Vous aurez le micro et le droit de réponse quand vous voulez. Je sais que vous écoutez la radio sur votre smartphone et que vous avez l'application de la radio pour surveiller si on vous cite ou pas. C'est votre droit. Voilà. Fatna, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment va la santé? Ça va. Comment va la vie? Très bien. En ce mois de Ramadan? Tant qu'on est vivant, c'est que ça va très bien. Tant qu'on respire, oui. Nous sommes à une douzaine de jours de la fin du Ramadan. On a pour habitude de dire que quand on a dépassé la moitié, c'est qu'on est courageux, qu'il ne reste plus rien, quoi. Oui, c'est une formalité, le reste. Voilà. Et cette année, alors, est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Est-ce qu'il y a des choses pour le Ramadan qui marquent? Est-ce qu'il y a des activités particulières? Est-ce que Madame Chouir, baisse le rythme de vie de la vie politique, associative en dehors du travail pendant ce mois de Ramadan? Non, pas forcément. Parce que le but, c'est pas de baisser, c'est pas de se mettre au vert, c'est pas de se mettre en repli, c'est de vivre le quotidien dans des conditions qui sont identiques à ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la possibilité de manger à leur faim, à ceux qui n'ont pas possibilité d'avoir un toit. Je veux dire, faut arrêter de croire que le Ramadan, c'est la fête rumba tout le mois. Hein. C'est pas ça. Hein. Le Ramadan, c'est quand même éprouver le jeûne, c'est savoir avoir faim, c'est pour pouvoir partager avec d'autres des sensations et se dire voilà ce que c'est que d'avoir faim, voilà ce que c'est de manquer de sommeil, voilà ce que c'est de travailler lorsqu'on n'a pas bien mangé, voilà ce que c'est ça le Ramadan, c'est un sens, c'est pas la grande bouffe, hein. C'est pas du tout ça. C'est pas là je remplis mon caddie à ras-bord et puis je m'empiffre jusqu'à plus savoir, jusqu'à plus soif. C'est pas ça le Ramadan, c'est autre chose. Il y a de la spiritualité, il y a du partage, et puis il y a de la réflexion. C'est de se poser les questions, se dire, c'est quand même un mois de bilan, se dire finalement, qu'est-ce que j'ai fait de mon année, et est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'aurais pas pu faire ça autrement, d'éviter de faire l'effort qu'on fait pas d'habitude, de pas blesser, de pas se moquer, plein de choses qui sont négatives, et d'en prendre conscience. Pour que ça devienne des habitudes, pour que ça devienne dans notre comportement. Donc non, ça change pas grand-chose. Je pense que même par rapport à l'année dernière, j'ai encore augmenté mon activité et peut-être encore fait des iftars encore un peu plus frugaux.
Régale, ouais. Ouais, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est ça. Il faut savoir donner un sens à ce que fait, parce que c'est pas se priver seulement de nourriture ou de soif que les gens pensent t'as pas soif, t'as pas faim. Non, c'est pas ça le Ramadan, hein. C'est pas ça. C'est autre chose. C'est une réflexion. Donc moi ça m'agace de voir les caddies remplis à ras-bord, les trucs qui débordent. C'est vrai que quand vous recevez du monde, c'est normal parce que le repas c'est aussi un moment de convivialité. C'est aussi transmettre des choses, transmettre une histoire, transmettre une identité. Donc c'est normal quand on est l'autre, on doit bien accueillir. Mais tous les jours, ça doit pas être une orgie de bouffe, quoi. C'est inacceptable, c'est inacceptable. En plus, avec le gâchis qui va avec. Oui, dans une période où la règle, c'est l'écologie, l'économie, le bien-être physique et mental. On salue bien sûr toutes les auditrices et tous les auditeurs de France Maghreb 2, quels que soient les supports sur lesquels ils nous écoutent, sur la bande FM, sur la dizaine de villes sur lesquelles France Maghreb 2 diffuse, sur le DAB, cette nouvelle norme économique, technique, la radio numérique qui arrive de plus en plus, et bien sûr sur les applications, sur vos téléphones, qui vous permettent d'écouter France Maghreb 2 partout dans le monde, comme le démontrent les différents auditeurs qui appellent de tous horizons. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. On va, comme on dit dans les grandes télés, on s'y tutoie dans la vie, on s'y tutoie à l'antenne. Oui, on va pas faire comme certains. Alors, on va commencer par la bonne nouvelle d'hier soir. La bonne nouvelle sportive pour la ville de Nanterre. Oui. Équipe de basket, c'était le début des playoffs. Donc d'abord Nanterre pour je crois, sixième année consécutive et donc en playoff. Et donc a bien débuté cette partie du championnat puisqu'on a battu, elle a battu donc l'équipe de Pau Orthez d'une manière assez nette, un peu plus de 30 points. Donc c'est bien parti. J'ai envie de dire tout Nanterre rêve d'une nouvelle aventure de l'équipe de Nanterre en basket. On a ces dernières années, on a gagné 2 coupes de France, un championnat de France, 2 coupes d'Europe. Donc on espère là pour le mois de mai, juin, endiablé sur le parquet de Nanterre. Pour ceux qui connaissent rien à ce sport, c'est quoi le play-off? Playoff, c'est on prend les 8 meilleures équipes les équipes placées les 8 premières. Ouais. Et puis de leur championnat du championnat français. D'accord. Et puis on fait donc des quarts de finale, des demi-finales et une finale entre eux. Et donc celui qui gagne cette finale, il va aller jouer. Il est champion de France. Et après, il ira jouer avec les autres pays européens, avec les équipes des autres pays. C'est un peu comme dans le football, pas tout à fait comme dans le football, mais un peu quoi. La seule différence, c'est que on peut être en tête de la partie normale du championnat et ne pas être le champion de France. Mais c'est un peu comme dans le rugby. Oui. Le rugby l'année dernière, Castres était 6e à la fin du championnat. Et puis, ils sont devenus champions de France parce qu'ils ont un même système de play-off. D'accord. Voilà. Ah bon, moi, j'adore tout France. Tout ce qui a l'air d'impressionner un petit peu, on lui fout un nom en anglais. Comme ça, c'est lui qui connaît. Qui comprend. Tournoi final. Si vous voulez, voilà. Parce que dans le monde de la radio, toutes les grandes radios, elles n'ont pas de matinale. Elles n'ont que des mornings. Voilà. Et ça donne l'impression que comme on fait un morning, forcément c'est mieux qu'une matinale parce que le morning ça marche quand la matinale ne marche pas. Et donc le play-off c'est le tournoi final des 8 championnats. Des 8 premiers du championnat. Voilà. Alors pour Nanterre cette année, comme on le fait tous les ans, donc il y a eu de la construction des immeubles, il y a eu de la progression donc de la natalité, où est-ce que nous en sommes? Et en plus, on est dans une année de pré-bilan, puisque la prochaine élection municipale aura lieu en mars 2020. Donc, le compte à rebours a commencé. C'est moins de 10 mois, quoi. Oui, évidemment, d'abord la ville, elle est lancée dans un programme de modernisation, de construction. Pour 2 raisons, je vais dire 3 raisons fondamentales. La première, c'est que on est dans une opération d'intérêt national, on construit sur les terrains sur lesquels on a échappé aux autoroutes aériennes, puisque
les gens qui passent à Nanterre le savent pas forcément, mais la 14 qui va de la Défense jusqu'à Saint-Germain était prévue de passer en aérien dans Nanterre. Elle passe aujourd'hui en souterrain. Et donc, ça a été, heureusement, on a évité le pire à Nanterre. Et donc, du coup, ça a dégagé des terrains qui n'ont jamais été construits, puisque c'est sur 4 km. 4 km, ça représente à peu près Porte-Maillot la Concorde. Ça fait donc, voilà, et sur 100 mètres de large. Ouais. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il y a des constructions. La deuxième, c'est que... On en parlera donc de la deuxième et des autres, puisqu'on repart au studio pour la page pub. Medjahed, page pub. Et la deuxième est tout à l'heure. La deuxième, la troisième, la quatrième. On a évité le pire, on était en aérien, on passe en ce terrain. Donc on a le droit dans la pause. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, suite de l'émission, tout de suite les Ramdaniettes en direct de Nanterre aujourd'hui avec monsieur Tarek Mami qui est avec nous et monsieur le maire de Nanterre en direct sur France Maghreb 2. Monsieur le maire de Nanterre, c'est monsieur Patrick Jarry. Monsieur Patrick Jarry, oui, on a évoqué le premier point, j'allais dire le sauvetage de votre ville par le fait d'évitement de la construction de cette comment dire, de cette autoroute en hauteur, en plein air, pour la faire enfuir sous sol. Et on était en train donc de membrer, de citer ce qui s'est passé sur cette ville de Nanterre depuis un an. Oui, non, donc c'était un peu pourquoi finalement il y a pas mal de constructions à Nanterre. Donc la première raison, elle est là. La deuxième, c'est que des entreprises parfois industrielles ont fermé tout au long de ces dernières années. Donc par exemple l'usine d'Inin qui fabriquait des batteries pas loin de chez Fatna à Place de la Boule, 3 hectares et demi, donc forcément on n'a pas laissé les terres en friche. La papeterie de la Seine, donc sur 14 hectares, donc a fermé, ou l'usine Natalis par exemple, tout ça va être reconstruit. Alors évidemment à chaque fois forcément on va pas laisser les terres en friche, donc il y a des opérations d'aménagement. La troisième raison, c'est quand même on a fait beaucoup de travaux dans au moins 2 des grands quartiers populaires de Nanterre, le Petit Nanterre et puis le quartier de l'université où il y a les provinces françaises devant la gare Nanterre Université, avec l'idée que Nanterre était sortie du XXe siècle avec finalement assez clivé. Avec des quartiers plus résidentiels comme le Mont-Valérien, comme le secteur près de la Boule qui touche la ville de Rueil, le centre-ville, et puis des quartiers populaires qui étaient quand même essentiellement de l'habitat social, parfois jusqu'à 95%. Oui. Donc depuis 2000, on essaye de rééquilibrer la ville. Alors on a fait donc des logements sociaux dans des immeubles en accession à la propriété au Mont-Valérien, au centre-ville, dans d'autres quartiers. Et du coup, on a diminué dans le quartier, par exemple, du Petit Nanterre. Et donc, au Petit Nanterre, on a démoli une part de logements sociaux et puis fait du logement en accession à la propriété. On l'a fait aux provinces françaises. Et puis là, on commence maintenant à s'attaquer donc à cette situation donc dans le quartier du Parc Sud, Parc Picasso, là où il y a les fameuses tours Ayo ou tours nuages, avec on va essayer parce que comme ces tours, elles sont assez jolies, en tout cas une grande partie des gens trouvent qu'elles sont quand même assez jolies. Donc plutôt que de faire comme on a fait un peu partout, c'est-à-dire que on reloge les gens et puis on détruit ces tours. Donc on s'est proposé de faire quelque chose que personne n'a jamais pas fait pour l'instant en France, c'est-à-dire de les transformer en logement en accession à la propriété ou à diverses formes de logements. Une partie d'entre elles, 6 tours, voilà. Et donc ça, c'est la troisième raison qui explique qu'il y ait beaucoup de chantiers à Nanterre, qui est quand même cette idée de rééquilibrer la ville, de ne pas avoir des quartiers où il y aurait quasiment pas de logements sociaux, puis d'autres ils seraient tous, mais de les mélanger. On a même construit ces dernières années 5 immeubles dans lesquels le logement social et le logement en accession à la propriété est même mélangé à l'étage. Donc on est sur un étage, on ne sait pas quel est le logement qui est social ou pas. Et moi, je crois que l'avenir des villes, notamment dans ces grandes métropoles, c'est ce mélange entre les gens et non pas de sortir de la situation dans laquelle
on a hérité un peu du XXe siècle avec ces quartiers dans lesquels il y a essentiellement de l'habitat social et puis d'autres dans lesquels il y a quasiment que l'habitat privé. Il faut qu'on mélange tout ça si on veut que nos villes et que la métropole de Paris soit plus attrayante pour tout le monde. Voilà, qu'elle soit plus juste pour tout le monde. Donc c'est une espèce de mixité à la fois sociale et culturelle, mixité sociale, de culturelle, et j'allais dire et de propriété ou pas de propriété de logement, ce qui permet peut-être que tout le monde fasse gaffe à cet immeuble, moins de détérioration, parce que tout le monde se sent un peu plus responsable. Oui, mais moi je pense que moi je suis né dans les HLM, hein. J'ai grandi au Petit Nanterre. Jusqu'à 50 ans, j'ai habité dans les HLM. Donc, je sais comment c'est. Je pense qu'on voit bien que quand on a le sentiment d'habiter dans un quartier où, entre guillemets, on mettrait tous les oubliés, hein, où on utilise le terme de ghetto, je sais pas si c'est juste, mais où on a le sentiment d'être dans un ghetto, je pense qu'on se laisse aller à faire des choses ou à laisser faire des choses à ses enfants, à ses adolescents, que quand on est dans d'autres endroits, ça tire tout le monde vers le haut. Et à l'inverse, c'est aussi bien que les gens qui habitent dans des quartiers plus résidentiels, ils aient en même temps une vision de ce qu'est la réalité de notre pays, de notre région. Et voilà. Raymond Damenet qui habite à Nanterre, l'ancien entraîneur de l'équipe de France. Ouais. Je discutais évidemment avec lui. Il m'a dit, écoutez, il y a une chose qui me plaît. Avant, il habitait Paris. Il m'a dit, il y a une chose qui me plaît depuis que je suis à Nanterre, c'est que j'habite dans une vraie ville avec des vrais gens. Et donc, ça m'a beaucoup touché parce que, évidemment, mais je crois que c'est important pour tout le monde, quoi, d'habiter dans une vraie ville avec des vrais gens, avec des gens divers, venus souvent des quatre coins du monde, parce que dans les métropoles, les gens sont venus des quatre coins du monde, avec des gens qui sont plus jeunes, d'autres plus anciens, avec des gens qui ont des revenus assez importants, d'autres qui en ont pas ou qui sont en difficulté. C'est le meilleur moyen que d'abord de ne pas avoir peur des autres, et puis ça évite l'ignorance, hein, de gens qui après prennent des décisions en ne comprenant pas et en ne connaissant pas ce qu'est la réalité. Voilà. Donc la ville, elle est dans ce mouvement de transformation-là, quoi. Elle va rester une ville pour tous, hein, une ville où les gens, quel que soit son niveau de revenu, on peut habiter, mais plus mélangée que ce qu'elle était à la fin du XXe siècle. 23h32 sur France Maghreb 2. Nous sommes à Nanterre chez monsieur et madame Chouir pour notre Ramdaniette habituelle avec monsieur le maire de la ville, le maire de Nanterre. Votre discours, ton discours, cher Patrick, est l'habitude des interviews et du vous. Donc, ton discours est d'autant plus surprenant que ta ville est coincée entre des villes dites riches, donc Neuilly, plutôt et d'autres, où justement la politique qui est pratiquée sur le plan social est l'inverse. C'est-à-dire qu'on détruit un peu l'existant, beaucoup l'existant, pour construire, pour un loyer plus cher, une manière détournée pour faire éloigner les classes populaires et les revenus bas des centres-villes, alors que tu nous dis que tu fais, je dirais pas le contraire, mais que tu fais pour améliorer cette mixité sociale qui devient un des objectifs de ton mandat. Oui, non, mais j'assume, je fais le contraire. Ouais. Je fais le contraire. Évidemment, je pense que d'ailleurs, si malheureusement à l'échelle de la métropole, il n'y avait pas comme ça un certain nombre de villes qui un peu résistent sans quoi à ce mouvement qui vise à faire partir les couches les plus pauvres. Et puis on voit bien d'ailleurs quand les plus pauvres partent, les moyens partent aussi avec. Hein. C'est parce que des fois les gens peuvent penser les pauvres s'en vont. Il y a des ghettos de riches. Oui, bien sûr, c'est en train des ghettos de riches. Si malheureusement il n'y a pas dans les années qui viennent un niveau de résistance à ce mouvement-là, la situation qu'on connaît à Paris, enfin que tu connais à Paris, où même pour des gens qui ont des bons revenus, des cadres, etc., ça devient quasiment impossible d'avoir un grand appartement. Tant qu'on a un studio, bon, ça va, ou un 2 pièces, mais dès qu'on veut avoir un 3 pièces, 4 pièces, ça devient extrêmement compliqué pour des raisons financières. Si on se mobilise pas, ce mouvement, il va s'étendre jusqu'à la 86. C'est-à-dire il va pousser encore plus loin ceux qui ont des revenus modestes ou moyens. Et donc c'est pour moi un enjeu
essentiel. Et en plus, cette ville, elle a grandi, elle est née comme ça. Hein, elle a été construite par les migrants venus de Bretagne, venus du centre de la France, des migrants venus d'Espagne, d'Italie, du Portugal, du Maghreb, d'Afrique. Et quand je dis elle était faite, elle était construite par eux, parce que un grand nombre de ceux qui sont venus travailler ici, il y avait deux grandes activités à Nanterre. Il y avait l'industrie automobile, voilà, on fabriquait des automobiles, puis les métiers de la construction. Il y avait la défense à construire, les gens à construire, etc. Donc ils l'ont construit. Mais ils l'ont pas simplement construit au sens physique du terme. Peut-être le mot est un peu exagéré dans ma bouche, mais ils ont aussi construit son âme, ils lui ont donné son âme. C'est-à-dire cette capacité d'une ville dans laquelle on peut être différent, avoir une histoire différente, etc. Et puis au contraire vivre ensemble, en confondant pas, parce que évidemment, comme des fois on pense tous les mêmes mots, mais on met pas tous la même réalité. Hein, quand il y a des gens, dans un politique, quand ils parlent de vivre ensemble, c'est tout le monde aligné derrière une même tête. Nous ici, quand on dit vivre ensemble, c'est que chacun puisse exprimer sa singularité, ses particularités, que chaque culture chaque tradition puisse s'exprimer, c'est que chacun se sente à l'aise dans cette vie, puisse être pris en compte. Vivre ensemble, c'est ça. Hein, c'est pas tout le monde aligné derrière la même tête. Ça tombe je bien. précise parce que ça tombe bien parce que l'un des slogans de la radio France Maghreb 2, c'est la radio du vivre ensemble. Et on a rajouté de bien vivre ensemble, et cette année on y rajoute et bien faire ensemble, parce qu'on peut vivre ensemble dans le même immeuble, se côtoyer pour se dire bonjour ou pas, on vit ensemble, mais on n'a rien à voir les uns avec les autres. Donc on rajoute le bien vivre et le bien faire ensemble, ce sont les slogans de la radio, et donc ce sont ces expériences qui nous amènent à cette vision, le partage, on est en mois de Ramadan, mais cette belle invention qu'est le repas des voisins, toutes ces belles opérations où les gens se partagent. L'autre jour, j'ai pris un taxi, c'était l'année dernière, à l'occasion de l'Aïd Kébir, la grande fête, la fête du pèlerinage, la fête du mouton, pour parler français du dictionnaire. Et je tombe sur un chauffeur de taxi portugais, et dans la discussion, la phrase vient, il me dit, ça va être la première année où je ne veux pas avoir mon quota de viande de mon voisin marocain, parce que tant qu'il était là, tous les ans, vers 14h, j'avais ma portion de viande, mon explication de texte et tout ça, mais il a pris sa retraite cette année, il vient, et il m'a prévenu avant de partir que cette année, il ne sera pas là. Donc, le vivre ensemble a pris un coup avec le départ de ce monsieur à la retraite. Il y a Hamou Bouakaz qui est avec nous, qui peut prendre le micro quand il veut, pour jouer au juge de paix, de temps en temps, ou pour le provocateur qu'il n'est pas. Donc, et nous sommes à Nanterre. C'est pas la première fois qu'ils nous accompagnent, qu'ils accompagnent l'équipe de France Maghreb 2 ici à Nanterre. Je me rappelle pas si l'année dernière il était là ou pas. Je me rappelle qu'il y a 2 ans il était là, ça d'une manière sûre, et quelques années d'avant. Je me rappelle même qu'on est venu une fois il y a longtemps avec notre ami Ibrahim Hasmaïd, lui-même et moi, et on avait passé avec toi, cher Patrick, une superbe soirée. Donc Hamou, il peut rebondir quand il veut, il a le micro entre les mains. Là je peux rebondir, hein. Je peux te dire que vas-y, rebondis, il vaut mieux que je rebondisse maintenant, parce qu'il a fallu quand même digérer le taux frugal de Fatna. T'inquiète pas, t'as préparé le couffin pour partir. C'est de la frugalité améliorée, hein, je vous le dis. Bon. En tout cas, moi, j'ai acquis de l'expérience entre-temps, puisque j'ai eu la chance de fréquenter Nanterre comme formateur, et donc j'ai eu affaire au personnel municipal, et j'en profite pour saluer tous ceux qui travaillent au service des Nantériens et qui peut-être nous écoutent. Et j'ai vu ce que ça voulait dire aussi, une ville qui a une âme, parce que j'ai vu aussi que dans la culture de son personnel, il y avait tout un tas de notions sur lesquelles il n'y avait pas beaucoup à insister. La pluralité, l'idée de faire des faiblesses des gens des forces, c'est quelque chose qui parle à une fonction publique qui est sur le terrain. Et on la salue jamais assez, cette fonction publique, des gens qui font vivre justement la société, parce que ils sont là pour colmater les fissures, pour prévenir, c'est eux qui ont les signaux faibles de délitement de notre société. Les fissures provoquées par certains politiques, quoi. Alors, par les politiques, par aussi des évolutions un peu inéluctables de la vie, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a
une certaine tendance de ce pays à se transformer en îlots qui s'éloignent les uns des autres. Les politiques, ils sont pour quelque chose, mais les réalités économiques, la crise qui dure, elle y est aussi pour quelque chose. Et c'est important de voir qu'il y a des gens qui se battent pour réduire ces fractures. Et moi, je pensais à eux aujourd'hui, je pensais à tous ceux qui vident nos poubelles, voilà, nettoient les égouts et font tout ce boulot-là. Ils sont très souvent très décriés. C'est de bonne guerre de dire qu'il y a trop de fonctionnaires en France. Et peut-être qu'il y en a qui ne sont pas placés aux bons endroits, mais ceux qui bossent ici, à la tranquillité publique, dans les écoles, font un travail considérable. Pour continuer à rebondir, cher Hamou Bouakaz, toi qui as été élu parisien... Je le suis toujours, figure-toi. Excusez-moi. Toi, alors tu veux... Ma ville, elle a 200 000 habitants, qu'est-ce que tu veux? Alors on va mettre les pieds dans le plat et le plat dans les pieds. Toi qui as été élu municipal dans la grande ville de Paris, pour l'ensemble des 20 arrondissements et qui maintenant t'es recroquevillé sur ton petit 20e avec 200 000 habitants, certes, tu as écouté le discours, en tout cas le développement fait par monsieur le maire de Nanterre, et sur cette vision de la proximité, de la mixité sociale dans la construction. Est-ce que c'est quelque chose pour toi en politique, un mot, quelque chose qui, j'allais dire, bien partagé ailleurs, notamment à Paris, ou est-ce que ça serait l'exception de Patrick Jarry, de Nanterre, de certaines villes de France, quoi? Le 20e, c'est aussi vraiment un lieu de mixité sociale, c'est un lieu aussi Je parle au niveau des constructions, très emblématique de Paris. De construction en cours, pas de ce qui est. Non, mais on voit bien qu'il y a... Comment dire? Il y a des évolutions qui font qu'on a tendance à vivre dans un certain entre-soi. La force de la France, c'est d'avoir un modèle qui est universel. C'est-à-dire, c'est d'avoir un modèle où tout le monde se rencontre, tout le monde s'hybride, et tout le monde finit par se marier. La France, c'est un pays dans lequel il y a 40% de mariages mixtes. C'est le pays au monde où il y a le plus de mariages mixtes. Et la tentation, en ce moment, c'est, pour plein de raisons, de privilégier des modèles un peu plus communautaristes. C'est-à-dire, au nom de la lutte contre les discriminations, au nom de la reconnaissance des spécificités de chacun, il y a beaucoup de militants qui optent en ce moment pour des modèles plus à l'anglo-saxonne, en pensant que les minorités pourront mieux tirer leur épingle du jeu. Moi, j'ai vraiment la vision que le modèle français est un modèle qui est plus impliquant, qui est plus coûteux, qui est plus difficile à implémenter, mais c'est le modèle vraiment d'avenir dans le monde qui vient. Parce que en France, encore, même si je dis qu'il y a des forces qui s'opposent à ça, en France, on ne vit pas les uns à côté des autres. On vit ensemble, avec toute la complexité de ce que ça peut vouloir dire, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on chérisse ce modèle. Parce que c'est un modèle qui a beaucoup, beaucoup d'avantages. Fatma ? Oui. Toujours sur cette même question, toi qui vis à Nanterre, comment tu vois cette nouvelle mixité, comment tu vois ce brassage qui se fait entre Nantériens, certes, toujours, mais Nantériens qui passent d'un quartier à l'autre, j'allais dire, d'un plan géographique de la ville à un autre. Mais de toute façon, à Nanterre, c'est pas d'aujourd'hui, puisque à Nanterre, il y a eu beaucoup de gens qui passent pour y travailler. Si je me abuse, je crois qu'on est 200 000 personnes par jour à Nanterre entre les résidents et les travailleurs. Donc ça fait une grande masse de population. Pile poil le chiffre d'Hamou Bouakaz et son 20e arrondissement. J'ai retenu les chiffres. Hein. Oui. Et donc ça fait une mutation énorme. Mais c'est vrai que dans cette ville, ma famille habite depuis 38. Tu vois. 1938. Oui, 1938, ouais, 1938, donc c'est pas d'aujourd'hui. Et moi, je me rappelle très bien ce quartier où j'habite, où avant il y avait les usines Citroën, et mon père y travaillait. Donc, je me rappelle aussi que quand j'étais petite, il y avait les comment ça s'appelle, les carrières. On allait jouer dans les carrières.
Voilà, c'était là où il y a le centre d'histoire maintenant. C'était des champs, on allait faire des pique-niques. Donc ça a beaucoup évolué, mais en même temps, les nouveaux, il y a donc cette population qui change de quartier, et on voit bien que ça correspond parfois à un parcours résidentiel. Hein. Ils sont locataires, ils deviennent propriétaires, primo-accédants, ils changent de quartier. Bon, c'est aussi ce que tous nos parents ont espéré, c'est que leurs enfants vivent mieux qu'eux-mêmes et une progression sociale. Et c'était encore possible. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus quand même difficile d'avoir cette progression sociale et ce parcours, mais on voit bien qu'il y a un brassage. Il y a un brassage. Ici, il y a plusieurs langues qui sont parlées à Nanterre. Il y a plusieurs communautés, mais il y a très peu d'affichage en tant que, comme le disait à Hamou, en tant que communauté. Il y a quand même des gens qui font des choses ensemble. Il y a des choses qui se passent ensemble. On n'est pas les uns à côté des autres. Donc c'est peut-être le caractère de la ville qui veut ça. Il faut qu'on le conserve. Pour le conserver, moi, je pense qu'il faut mettre un peu d'utopie dans la politique. Je pense que si on fait de la politique en s'en tenant aux indicateurs, en des mesurettes, on finit par perdre le sens de la politique. S'il n'y a pas d'utopie, ce qui nous fait porter, ce qui nous a fait militer, ce qui nous a fait dire on doit se battre pour, c'est aussi cette utopie. Et donc, encore à Nanterre, on a encore ça, où on se bat pour, pas des slogans, mais des idées, je pourrais donner un exemple, pour que la situation de logement s'améliore pour tous, ou pour l'accès fondamental, les accès fondamentaux pour tous, l'accès aux soins, des choses comme ça. Et ça, c'est générique. C'est pas seulement obtenir 10 points de moins sur un tarif. Et donc, il y a encore cette volonté. Moi qui travaille dans une autre ville, eh ben, je vois que cette ville-là n'a pas d'âme, parce qu'il n'y a pas d'âme, parce qu'il n'y a pas de truc où les gens puissent se rassembler, se battre ensemble, pas forcément pour obtenir une mesure individuelle ou une mesurette, mais pour se dire pour plus tard, pour nos enfants, nous nous battons pour l'avenir. C'est ça qui est important. Alors Patrick, Jarry, monsieur le maire, nos auditeurs sont à Reims, sont à Amiens, sont à Dijon, sont à Orléans. Et 2 minutes, oui, merci. Et si on leur disait que dans cette ville de Nanterre, donc une ville potentielle de 200 000 habitants, il y a une grande université, pour ne pas dire des universités, l'un des plus grands théâtres de France, une belle salle de spectacle, et maintenant une salle sportive Arena où joue votre équipe, on va s'étonner, on va dire nous, on a plus ou moins la même taille de population, mais on n'a pas, en tout cas le gros théâtre des Amandiers, de réputation française, mondiale, internationale, on ne l'a pas. Comment on fait une ville moyenne avec ces difficultés pour donc pouvoir entretenir ce patrimoine qui peu ou prou ressortent aussi de la gestion de la mairie? Alors on n'est pas, Fatna l'a dit, on est 200 000, pas tout à fait, on est 96 000 habitants, il y a 100 000 emplois à Nanterre, il y a à peu près 70 000 personnes qui viennent tous les jours travailler à Nanterre, mais c'est pas une ville de 200 000 habitants, hein. On n'est pas là. Hein. Mais c'était surtout, je voulais montrer le mouvement qu'il y a, hein, dans lequel il faut ajouter les étudiants. Hein, il y a la fac de Nanterre, mais il y a aussi aujourd'hui une école d'ingénieurs qui s'appelle le CESI. Il y a une école d'ingénieurs aussi informatique. Donc il y a de plus en plus d'étudiants. Alors il y a une part. D'abord. Heureusement, tous les équipements, il y a des équipements qui sont privés, par exemple l'Arena dont tu parlais tout à l'heure, dans laquelle j'ai assisté il y a une dizaine de jours à un concert exceptionnel de Kassav, qui fêtait ses 40 ans, extraordinaire. Bon, mais ça c'est une salle heureusement privée. Maintenant, le défi pour une ville comme celle-là de continuer de maintenir ce haut niveau de service qu'elle a au plan culturel, au plan sportif, au plan de la santé, comme c'était dit tout à l'heure, ça devient de plus en plus difficile. Il faut dire les choses comme elles sont. Puisque l'État nous a supprimé beaucoup de subventions. Ce qui faisait la richesse d'une ville comme Nanterre, c'était la taxe professionnelle de ces entreprises. Aujourd'hui, cet argent des entreprises ne reste plus dans la ville. D'abord, la taxe a beaucoup baissé, mais il ne reste plus dans la ville puisqu'il part à la métropole. Et donc, forcément, on a perdu 35 millions d'euros. Donc, c'est sûr que le défi n'est pas facile à faire, mais comme l'a dit tout à l'heure Fatna,
on va relever tous les défis. On va continuer de relever tous les défis. 23h50, on repart au studio de France Maghreb 2 pour la dernière pause publicitaire de la journée. Et puis on revient pour reprendre donc la deuxième partie de cette émission. France Maghreb 2, France Maghreb. Allez, ça y est, on s'est débarrassé de la pub, on est donc tranquille pour vous retrouver tout de suite en direct. Les Ramdaniettes avec Monsieur Tarek Mami, avec Monsieur Patrick Jarry, le maire de Nanterre qui est l'invité de Monsieur Tarek Mami aujourd'hui. Et on revient donc à Nanterre et à notre théâtre des Amandiers. Donc, comment entretenir cette richesse existante, parce que il faut refaire la peinture, il faut, je ne sais pas moi, faire de la communication. Comment faire dans la répartition de ce budget global pour qu'à côté des nouvelles constructions, la culture garde sa place, voire gagne un peu en quelques pourcentages du budget? Difficile déjà, et évidemment ça oblige éventuellement à trouver des subventions auprès des autres collectivités. Là on va rénover le théâtre des Amandiers, il y a un très très beau projet. Donc heureusement on est allé chercher 10 millions de subventions à l'État, 10 au département des Hauts-de-Seine et 6 à la région. Donc ça va permettre de le faire, voilà. Ouais. Donc on s'est pas trop mal débrouillé, c'est bien. Maintenant, évidemment, donc trouver des subventions. Je pense malheureusement il y a des endroits où est en train de s'inventer aussi d'autres lieux de culture où le partage entre le public et le privé se fait. On va créer un nouveau quartier notamment dans un nouveau bâtiment qu'on a un nouveau lieu de culture de 4000 m² qu'on appelle nom de code le Twist, et dans laquelle on va monter ça notamment avec des gens l'équipe de main d'œuvre qui a développé un projet à Saint-Ouen qui est une chose assez intéressante. Donc évidemment il faut de la créativité de ce point de vue. On ne pourra plus être simplement avec de l'argent public strict de la commune. Il faudra aller chercher ailleurs. Il y a une contrepartie à cet argent privé éventuel? Oui, alors quand on dit privé, évidemment, on essaye de monter dans l'économie sociale et solidaire avec des gens. On a fait, par exemple, on a fait une grosse initiative autour de l'économie sociale et solidaire avec un fonds d'investissement qui s'appelle Éthique. Oui. Des gens ont baptisé ça le château de Nanterre. J'étais moi-même surpris qu'il y ait un château à Nanterre, mais bon, c'était une ancienne usine pour fabriquer du dentifrice. Ils en ont fait un lieu assez exceptionnel dans lequel il y a de regrouper un peu tous les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui travaillent sur la nouvelle nourriture, la nouvelle manière de fabriquer de nouveaux produits, de se nourrir, pour se nourrir. Bon, voilà, nous, quand je dis privé, c'est pas forcément le CAC 40, Total, etc. C'est aussi il y a des fonds qui arrivent aujourd'hui à se créer, on peut arriver à trouver des fonds, à mobiliser des fonds qui sont autour de l'économie sociale et solidaire. Donc je crois qu'on est obligé de faire ça, et puis de continuer de protester, parce que on proteste aussi, quoi. Nous on a mis l'État par exemple au tribunal parce qu'on considère que la manière dont il calcule les choses pour Nanterre sont pas justes. Il ne faut pas qu'on accepte tout dans les villes. Bien sûr, au bout d'un moment, il faut équilibrer le budget à la fin de l'année. J'allais dire, c'est comme la radio, même si c'est pas la même taille de budget. Mais il faut équilibrer à la fin de l'année. Mais ça n'empêche pas moi, je continue de dire, ce n'est pas juste de diminuer les ressources des communes. Les communes, elles sont même pas comme toutes les collectivités territoriales. C'est elles qui sont sur le terrain. Même lorsque le département il veut faire quelque chose, il passe par la commune pour le faire. Parce que, d'ailleurs, c'était dit tout à l'heure, ceux qui sont le plus proches du terrain, c'est tous ces employés municipaux qui sont au quotidien avec les gens. Et donc, c'est pas juste de faire baisser les ressources de ces communes. Et on sait bien que, j'ai vu que le président de la République lui-même a vu dans le mouvement de révolte des Gilets jaunes que parler avec les maires, écouter ce que les maires disent, qu'ils rapportent de leur territoire, c'est sans doute essentiel pour la France et pour le pays. Et en tout cas, moi je ressens aujourd'hui que le mouvement des Gilets jaunes, il a moins réussi une chose, c'est que moi en tant que maire, je sens qu'on me respecte un peu plus
dans les ministères Patrick Jarry et la préfecture que avant le mouvement. Voilà, il y a 6 mois, je disais, par exemple, quand je disais il faut se mobiliser pour rénover, transformer ce quartier Pablo Picasso Nanterre, lui redonner de l'espoir, etc., etc. Je voyais des gens autour de moi qui n'avaient pas l'air bien motivés. Bon, aujourd'hui, voilà, je demande un rendez-vous au ministre de la Culture pour lui parler de ça. Il me reçoit. Donc, alors, je dis pas que ça règle tout, mais c'est mieux, c'est mieux. Les auditeurs ont compris que Patrick Jarry est de ce point de vue gilet jaune. Ça m'inspirait une question, ça. Vas-y. Plusieurs questions. Quelle est votre analyse sur justement ce mouvement des gilets jaunes? Et question subsidiaire, est-ce que à Nanterre vous l'avez vécu ou est-ce que vous avez l'impression que la banlieue n'a pas adhéré, enfin ne s'est pas senti concerné? Comment est-ce que vous voyez les choses? Et puis éventuellement, si ce conflit-là se clôt, selon vous, quelle est la prochaine zone de risque pour la société? Moi, je pense que c'est un mouvement de protestation, hein, de révolte, comme la France en connaît régulièrement. Une grande jacquerie par rapport au petit jacquerie que l'histoire de la France a connue. Oui. La France, y compris parfois avec beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire que les gens ils voient par exemple que c'est de plus en plus difficile de se faire entendre dans l'entreprise dans laquelle on est, avant on avait de grands mouvements sociaux qui commençaient dans les entreprises. D'abord aujourd'hui il y a de moins en moins de grandes entreprises, donc souvent les lieux de travail sont beaucoup plus atomisés, et puis c'est difficile dans le rapport de force de parvenir. Et donc finalement ils se sont mobilisés sur là où ils sentent que le pays est stratégique, c'est-à-dire la circulation, les endroits de passage de circulation, qui est aujourd'hui la stratégie de ces pays. Alors moi je pense que même si on peut distinguer deux moments, je crois que le début du mouvement, il y a eu un grand mouvement de solidarité autour de ce mouvement. Bon, après les phases de violence parfois souvent excessives, et à condamner, et même inacceptables, qui ont même un peu, pour moi, je trouve, un peu dénaturé, défiguré le mouvement, isolé parfois. Alors le problème, c'est que les grands chefs entre guillemets des Gilets jaunes n'ont jamais voulu s'exprimer clairement pour condamner ces violences. C'est ce qui leur a nui en définitive. C'est pas moi, c'est l'autre. Ça marche pas toujours en politique. Non, faut assumer. Mais donc moi je pense que par contre, à l'inverse, évidemment, la banlieue donc ne s'est pas mobilisée dans les mêmes manières. D'abord parce que évidemment le mouvement il naît de ce rapport finalement à la métropole, à l'urbanité, au sentiment du déclassement d'une partie des populations par rapport à ça. Et sans doute une grande partie des gens de la banlieue se sont sentis solidaires. De la périphérie proche des métropoles, ils se sont sentis solidaires, mais pas acteurs, quoi, pas complètement représentés par cela. Mais voilà. Après, j'ai eu l'occasion, puisque le président de la République m'avait proposé de venir donc à Évry parler avec les maires, puisqu'il avait fait un peu une réunion pour les banlieues, hein, pour que dans tous ces grands débats. Donc moi, je n'ai pas voulu être mauvais prophète, mais je lui ai dit que le prochain mouvement des Gilets jaunes, ça serait dans la métropole de Paris et en Île-de-France sur la question du logement. Parce que, je lui ai donné les chiffres, mais en 2010, il y avait 390 000 familles qui étaient demandeurs de logements sociaux. Aujourd'hui, il y en a 705 000. Hein. Et il se libère 80 000 logements par an. Donc moi je pense cette situation, je le ressens dans ma ville, mais y compris quand je parle avec d'autres villes, d'autres maires de Montreuil, de Créteil, d'Ivry, de Gennevilliers, même de Colombes. Bon, il y a une exaspération des gens sur cette question du logement. Et on peut pas rester dans cette situation-là. Donc, évidemment, il faudra un peu prendre plus de temps pour dire comment sortir de cette situation de crise. Mais en tout cas, moi, je lui ai dit, franchement, j'ai dit, Monsieur le Président, je vous le dis, de toutes les mesures que vous
avez pris depuis que vous êtes président sur cette question du logement ne vont pas dans le bon sens et vont au contraire aggraver la situation. Voilà. Et donc peut-être, je préférerais me tromper, hein, parce que évidemment c'est toujours des moments difficiles, mais en tout cas c'est pas parce que la banlieue, la périphérie n'a pas participé aussi activement au mouvement des Gilets jaunes qu'il faut croire que la colère qu'il y a souvent dans les quartiers les plus populaires de la métropole n'existe pas. Ou alors on fréquente pas tout à fait les mêmes endroits. Mais moi, je peux vous dire que de la révolte, il y en a, du sentiment avoir le sentiment de l'inégalité persistante, etc. Ça existe. Il y a aussi le sentiment de bonne mesure, hein, je le dis aussi, par exemple le dédoublement, les CP à 12, les CP, les CE1 à 12 dans les écoles, ça c'est vraiment une belle mesure qu'il faut conserver, hein. Il ne faut pas la faire que pendant quelques années et puis s'arrêter. Il faut conserver. C'est une belle mesure. Et puis, mais il en manque, quoi. Il y a aussi de ce côté-là l'âge de l'abaissement de l'entrée à la crèche, quoi. Parce que à l'école maternelle, pour que la sociabilisation des citoyens commence un peu plus tôt. Oui. Non mais par exemple nous c'est le cas. Nous il y a 11 écoles maternelles dans lesquelles on a donc une classe des moins de 3 ans. Donc évidemment, mais il faut bien l'organiser pour pas que les gens qui ont une place en crèche, il vaut mieux qu'ils gardent la crèche. Il faut que ça soit pour les enfants dont les parents sont un peu dans la difficulté. Hein, c'est bénéfique si c'est pour les plus en difficulté, parce que sans quoi voilà. Non, mais c'est pour ça que je dis pas tout est mal, tout est mauvais, etc., mais pour répondre à la question qu'il me posait tout à l'heure, voilà, il y a des raisons de révolte dans ces endroits-là, et il faut les prendre en compte. Mais on a l'impression que dans les sociétés occidentales dites démocratiques, plus cette démocratie vieillit, plus elle perd certains de ses repères, et que l'arrivée des réseaux sociaux ne lui a pas fait que du bien, puisque vous avez de la contestation qui s'institue, qui est légitime. La contestation est toujours légitime dans la bouche de celui qui conteste, parce qu'ils se sont mis de côté dans sa contestation, mais que la contestation en soi est en train de devenir un phénomène particulier qui s'autogère et qui se crée grâce aux réseaux sociaux, par les punchlines, par les grandes phrases, par les belles phrases, par le retour, on se fait le président, on se fait le monsieur le maire, on se fait un tel. On a vu le malheur, je salue là, les auditeurs de Marseille à cette heure-ci, mais on voit que le malheur de la rue d'Aubagne et de l'immeuble qui tombe et des gens qui meurent devient prétexte pour, j'allais dire, construire des attaques en règle contre le maire de Marseille, dont tout le monde sait qu'il ne se présente pas l'année prochaine, alors que s'il était en situation de force se présenter, les rapports de force de l'insulte ne seraient peut-être pas le même. Donc il y a une espèce de contestation par principe, de rejet par principe contre certaines personnes. Oui, c'est sûr que les réseaux sociaux, dans la phase actuelle, comment créer de l'excès, hein, sans doute, y compris pour des gens, ça libère. Ça libère la parole, comme ils disent. Oui, peut-être pas toujours d'une manière très saine, quoi. Parce qu'il s'il y avait que contre les élus ou les maires, mais malheureusement il y a des propos contre des minorités, contre les femmes, contre les minorités, voilà, il y a beaucoup de choses. Maintenant, je pense que la société française et même mondiale, de toute façon, sans doute, va devoir appréhender ce nouvel outil de la démocratie, mais sans doute de la même manière, même qu'il fallu, par exemple, appréhender la manière de faire de la radio, du journalisme, etc., etc. C'est un moyen nouveau qui arrive. Il va falloir le dompter, le réguler, arriver à ensemble le réguler pour qu'il continue d'être un moyen assez fort d'expression, mais évidemment qui ne dérive pas dans les excès qu'on peut lui connaître. Maintenant, moi, je suis pas à Marseille. Je connais un peu la ville.
par exemple, cette question de l'habitat insalubre, Nanterre était une ville aussi qui avait des situations comme ça. Évidemment, il faut quand même que dans toutes les villes, on mette les moyens. Paris avait, par exemple, une situation aussi très très forte comme ça, donc qui a évolué. Donc, il faut quand même que, face à des situations comme ça, les villes, les maires, les équipes municipales mettre des priorités sur ces questions-là. Hein. Donc, parce que sans quoi, d'abord, ça peut conduire au drame au drame dans lequel on parle. Et puis, ça laisse quand même des dizaines de familles dans des situations totalement inacceptables. Donc, c'est pas facile à faire. Hein. Je dis, c'est pas facile, mais y compris entre le centre-ville de Nanterre il y a 30 ans et avec des endroits qui étaient presque insalubres ou quasi insalubres, et puis le centre ancien de Nanterre aujourd'hui, on n'est plus tout à fait. Alors on y a mis des moyens, on a mis de l'ingénierie, on a mis de l'énergie, et quand je dis on, c'est pas que moi, hein, c'est les équipes municipales, y compris celles qui m'ont précédé. Il ne s'agit pas de ramener soi. Moi, j'avais évidemment bien vu que ça ne semblait pas une des priorités de la ville de Marseille lorsque je m'y rendais de temps à autre. Hein. Les auditeurs de France Maghreb de Marseille confirmeront donc cette question. Il y a une belle phrase sur les réseaux sociaux, une belle phrase de Umberto Eco, qui a écrit le fameux livre Au nom de la rose, le film. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, le film du même nom, Au nom de la rose. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit ça 2 ans avant sa mort. Il dit, jusque-là, il y a toujours eu des bars et des piliers de bars. Et il y a toujours eu quelqu'un qui rentre, qui prend 1 ou 2 pastis, et qui refait le monde, et qui insulte les présents. Et il y a toujours eu un sage en face, qui, pour parler français correct, lui dit « ferme ta gueule, arrête ». Sur les réseaux sociaux, celui qui a disparu, c'est le sage. C'est pas celui qui rentre dans le bar et qui prend ces deux pastis. Et je trouve cette image dans la bouche ou sur la plume d'Umberto Eco extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez n'importe qui fait un tweet ou qui écrit un mot, et vous avez toujours quelqu'un qui sort de je sais pas où et qui commence par lui dire « mais t'as rien compris au film ». Alors c'est à se demander ce que c'est lui qui dit à l'autre « t'as rien compris au film », c'est lui il a compris quelque chose. Et c'est peut-être cet excès qu'on trouve sur les réseaux sociaux, et je ne dis pas qu'il donne naissance aux Gilets jaunes, mais qui donne naissance à ces cercles concentriques autour des Gilets jaunes, qui fait que quelle que soit la décision que vous pouvez prendre, il y a au moins un qui n'est pas d'accord avec. Ramon Bouakas, je vois que vous avez repris, je vois que tu as repris le micro, tu veux rebondir. Non, mais j'ai plusieurs questions, parce qu'on n'a pas tous les jours la chance d'avoir un maire fringant d'une ville de 85 habitants, 000 habitants. On l'a au moins une fois par an depuis 2003. Alors, en tout cas, tu peux pas dire ça non plus. Non, mais en tout cas, moi j'ai quelques questions à lui poser. Depuis 2 ans, il y a eu une reconfiguration politique majeure. Il y a eu un élu bashing, un vieux monde bashing, et la gauche est en miettes. Et ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on n'a jamais eu une telle désaffection des élus, une telle amertume des élus, dont beaucoup se sont blessés de la manière dont ils sont traités et ne se représenteront pas en 2020. Donc, tu parles des maires. Des maires et des élus locaux en général. Alors, comment vous voyez l'avenir de la gauche dans les prochaines années? Comment est-ce que vous pensez qu'elle peut se reprendre? Parce que je pense que tout le monde autour de la table est d'accord pour affirmer qu'il y a une nécessité d'une gauche dans ce pays. Deuxièmement, sans vouloir déflorer la suite, mais on vous sent très très investi et on n'a pas l'impression que vous allez raccrocher. Alors vous avez envie d'y retourner. Où est-ce que vous trouvez cette énergie? Comment est-ce que vous gardez cet enthousiasme et faites en sorte qu'il soit communicatif? Et enfin, est-ce que vous êtes plutôt optimiste pour la France pour les prochaines années, ou est-ce que vous êtes inquiet? Ça fait beaucoup de questions, mais... Oui, mais je complète la deuxième, Patrick. En clair, est-ce que oui ou non tu es désabusé?
comme beaucoup, depuis la Ça tournade. s'entend pas alors. Non, mais depuis la tournade Macron, et c'était pas désabusé, qu'est-ce qui fait que tu ne le sois pas, alors que beaucoup nous disent qu'ils le sont eux? Non, mais d'abord, franchement, je suis centré sur ma priorité, qui est Nanterre. Hein. Donc, t'es pas en train de nous dire, non, mais si, t'es pas en train de nous dire que tu te présenteras à la présidentielle en 23 pour le moment. Ouais. En 20 ans. Non. Bon, ça c'est d'accord. sûr. Bon. Ça c'est sûr, je me présenterai pas. Non, mais par exemple, c'est. Je vais faire même une confidence aux auditeurs. On m'a à plusieurs reprises proposé d'être député, même lorsque c'était possible de faire les deux, maire et député, j'ai refusé. Voilà. J'ai toujours refusé. Je n'avais qu'une ambition, c'est de continuer de m'occuper de Nanterre. Voilà. Donc je suis quand même très centré là-dessus et oui, je trouve mon dynamisme là, quoi. Hein, je veux dire, dans cette ville, c'est pas un monde à part, bien sûr, parce que je vois les souffrances, bien sûr, celle de difficulté de réussir à l'école pour les enfants des ouvriers, des employés, la difficulté de trouver un emploi pour les jeunes, la difficulté du logement. On a parlé, donc je vois tout ça et évidemment, mais mon enthousiasme vient de là. Maintenant, l'inquiétude. Si, je suis plutôt inquiet pour la France, oui. Je suis plutôt inquiet pour la France et pour l'Europe, parce que je regarde, il n'y a pas que la France dans l'affaire, le pire est toujours possible, quoi. Je pense la situation est très, 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 très sérieuse et il faut absolument que tous les militants démocrates, tous les gens qui veulent continuer, qu'on soit un peu dans cette idée du progrès social, des idées, de la culture, etc. Il ne faut pas que ces gens-là baissent la garde parce que le danger, à mon avis, est très très grand. Et j'ai peur que demain, si on faisait la même émission demain soir, que malheureusement les résultats des élections européennes viennent confirmer ce qu'on ressent, ce qu'on ressent. Après, la gauche. Est-ce que ça fait sens aujourd'hui en 2019 de parler encore de gauche au vu du paysage politique français en clair? Oui, ça veut dire encore quelque chose par rapport à ce que sont des références sociales, culturelles, politiques, qui de valeurs qui nous ont rassemblés, qui nous rassemblent. Maintenant, moi j'ai quitté le Parti communiste français en 2008. Moi, je sentais que les partis de gauche, le PCF, mais les autres avec, étaient ne pouvaient plus devenir obsolètes en tant qu'outils, quoi, tels qu'ils avaient été construits. Ils avaient été construits à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Même quand il y avait d'autres partis comme les Verts qui se constituaient un peu de la même manière. Et donc moi, je sentais que ça ne pouvait plus apporter de réponse à cela. Et donc, moi, je pense que la réponse, elle viendra d'en bas. Elle viendra pas d'en haut. C'est-à-dire que la réponse, la question de l'organisation de la gauche en France, elle viendra d'en bas. Et moi j'ai dit oui, je serai candidat donc en 2020 pour l'élection municipale de 2020. Mais moi j'ai dit aux forces politiques de gauche de Nanterre, que ce soit le PC, le PS, les Verts, Génération, etc. Je leur ai dit on ne peut pas imaginer qu'on va préparer les élections municipales de 2020 de la même manière qu'on l'a fait en 2014, en 2008, en 2001 et avant. Et que par exemple, sans doute dans une ville comme Nanterre aujourd'hui, il faut à la fois qu'il y ait de représenter au conseil municipal des membres et des représentants de ces partis politiques-là, évidemment, qui existent à Nanterre, qui sont importants, mais il faut qu'il y ait des citoyens, des acteurs de la société civile qui y soient peut-être à parité entre les uns et les autres, parce que aujourd'hui, je vois bien, je rencontre des tas de gens à Nanterre qui ont envie de se mobiliser pour Nanterre, pour faire des choses à Nanterre, etc.
mais qui aujourd'hui ne sont plus dans ces partis politiques. Donc voilà, il faut en tirer les leçons, quoi. C'est-à-dire, il faut tirer les leçons de cela, et sans quoi, évidemment, on n'aura pas une équipe municipale qui sera à la mesure de la diversité d'engagement des habitants, et on a besoin de cette richesse, quoi. On peut pas se permettre de se passer de cette richesse. Et quand je vais dans les quartiers, j'en vois beaucoup, des gens qui sont, y compris parfois engagés bénévoles, qui font des tas de choses, etc., qui ont une réflexion, qui sont intéressés par la chose publique, par l'intérêt général, par tout ce qui va dans ce sens-là. Et donc, il faut que ces gens-là trouvent leur place dans un conseil municipal comme le nôtre. Voilà, notre équipe, elle pourra pas se faire comme ça s'est fait ces dernières décennies, où c'était pour l'essentiel un accord politique entre deux forces de gauche qui étaient le PC et le PS. Voilà. Donc maintenant, d'autant plus qu'il y en a d'autres, il y a Génération, il y a France Insoumise, il y a des tas d'autres forces qui sont là, et donc on ne pourra pas le faire de la même manière. Mais est-ce que c'est pas le morcellement des valeurs de gauche qui a entraîné le morcellement des partis politiques de gauche, chacun croyant que les valeurs qu'il porte lui sont supérieures ou sont des valeurs de gauche beaucoup plus que l'autre? Non, mais il y a à la fois le fait que la gauche n'a pas réussi à renouveler donc son logiciel par rapport la social-démocratie française et européenne, qui a pensé qu'elle pouvait cohabiter avec une sorte de libéralisme, comme le montre d'ailleurs le projet européen. Mais c'est vrai également forcément de l'espace communiste, qui n'a pas non plus été capable de renouveler sa réponse. Donc ça, c'est une partie importante des choses. Après, il y a d'autres aspects. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, mais par exemple, avant le centre, le parti, et d'ailleurs qu'il soit syndicat ou qu'il soit parti, qu'est-ce qu'il me permettait? Par exemple, il me permettait de savoir ce qui se passe à Marseille. Oui. Moi, je pouvais pas dialoguer avec les gens de Marseille. J'étais obligé de passer par le centre, par l'organisation par lequel j'arrivais à avoir ces informations-là, etc. Aujourd'hui, le mouvement social d'ailleurs, le mouvement syndical, pareil, dans les entreprises, je peux parler directement avec les gens qui sont à Marseille, à Toulouse, ou dans le monde d'ailleurs, je peux parler avec eux. Bon, forcément, le besoin d'organisation ne peut plus reposer sur la même chose que ce qu'il reposait avant. Il ne peut plus. La deuxième, c'est la montée des individualités. Je ne dis pas de l'individualisme, je parle des individualités entre les militants des années 50, 60, 70 et puis les militants jeunes des années 2005, 2010. Il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas la même manière de se situer par rapport à l'organisation, etc. Donc tout ça fait qu'il faut réinventer, il faut sans doute réinventer une manière de faire de l'organisation politique qui ne pourra plus être aussi rigoureuse, précise qu'elle était pour ces deux organisés, que ce soit pour le Parti socialiste ou pour le Parti communiste. Sans doute plus des choses bien plus différentes. Mais compte tenu du problème de confiance majeur qu'il y a là-dedans, c'est pour ça que je dis ça ne peut pour moi, ça ne peut réellement repartir que du bas. Voilà. Et la base. Évidemment, après, il faut se parler, mais ça peut pas l'idée que ça puisse partir un peu du haut avec une sorte d'accord global un peu au plus haut sommet. Alors, je n'y crois pas. Dans quelques minutes, on ira au studio pour écouter une chanson, pour aérer, pour les auditeurs, pour que chacun puisse aller chercher son verre d'eau et revenir pour cette Ramdaniette. Alors, tu as cité l'élection européenne. Nous allons donc demain
Nous allons demain donc voter pour ceux qui votent. Merci à toi. Et si on n'a pas le droit de faire de la politique ni d'inciter à aller, j'allais dire, voter pour tel ou tel parti politique, on constate donc dans le dernier sondage que le Front National devenu donc RN à la place FN est aujourd'hui placé en première place avec 2 points d'avance en gros sur En Marche. Mais moi, ce qui me consterne en tant que citoyen, Amou a dit tout à l'heure que beaucoup autour de cette table auraient envie que la gauche revive, c'est que par exemple nous avons donc les écologistes qui sont assez bien placés avec 9,5%, donc quatrième parti ou quatrième parti, mais qu'en parallèle, à côté de ce parti-là, il y a une autre liste qui s'appelle elle aussi écologie qui fait 0,5 et que si ces 2 listes étaient ensemble, on serait déjà à 10, peut-être même un plus par la pulsion du rassemblement, alors que là, c'est déchiré. On va voir donc que le PCF tout seul, il est à 2,5, Génération à 1,5, et puis le Parti Socialiste autour de 5, alors que si ces 3-là étaient ensemble, on serait déjà à 10. Donc, quand on a des grands groupes de 10 face au Front National, on pèse quelque chose. Mais quand on est chacun à 0,5, à 0,2, ben on fait ce que dalle face à celui qui tout seul fait 25%. C'est peut-être ça aussi le dégât de la société française, du paysage en tout cas, politique français, que nous vivons aujourd'hui. Ah, c'est sûr qu'il vaudrait mieux se rassembler, quand même. Alors, est-ce que c'est une leçon pour la prochaine municipale ici à Marseille? Et est-ce que le maire sortant... À Marseille, oui. Bon. À Marseille aussi. À Marseille aussi. Bon, Marseille, c'est encore plus compliqué qu'ici. Mais à Nanterre, le travail du maire, à partir d'aujourd'hui pour la campagne, j'allais dire de se promener avec ce sondage. Ouais, mais pas qu'avec le sondage, avec le résultat qui ira demain. Hein. Voilà. Mais non, bien sûr, c'est de rassembler, bien sûr, c'est d'être ensemble. C'est d'abord cette ville, elle est gérée avec des équipes comme ça, pluralistes, plurielles, depuis plus de 50 ans. Donc, on va pas commencer aujourd'hui à se diviser, parce que là, tu vas avoir ou à se quereller. J'espère que évidemment la force de l'idée nanterre va permettre de surmonter ces... Parce que moi, je crains que tu trouves avec toi, en face de toi, un Génération, un Parti Socialiste, un écologiste et un autre écologiste. Un Parti Socialiste, tu dis tout de suite, il n'y en aura pas. Non, je sais pas. Non, je suis sûr que on va. Non, mais je suis confiant. Je suis sûr qu'on va réussir à se rassembler. Ouais. Parce qu'on fera, cher. Peut-être que le résultat des élections européennes vont peut-être aussi confirmer à tout le monde que on peut pas. On peut pas continuer comme ça, comme dit l'autre. On peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Voilà. Ce qu'on va faire peut-être, il est quelle heure, 0h27, c'est se prendre un engagement pour qu'on vienne, disons 15 jours, une semaine, chez Fatma, avant les élections municipales. On sera en période de liberté d'expression totale pour essayer, et on gardera ce sondage et surtout les résultats de demain soir, pour voir si effectivement le maire a réussi à construire cette, je dirais pas majorité, mais en tout cas cette majorité de bataille pour aller à cette élection, parce que c'est peut-être ça aussi qui oblige les citoyens à aller voter, parce qu'il y a la confiance qui s'installe ou pas. Oui, bien sûr, puis ça donne ça donne de la clarté. Il y a une partie des gens, moi je sais, hein, il y a des gens qui m'ont dit, mais Patrick, devant tout ça, qu'est-ce que je choisis quoi là-dedans? Tout ça. Bien sûr, je vote qui? Je vote quoi demain? Maintenant, pour revenir avant le 20, il faut que tu négocies ça avec Fatma. Hein. Moi, je suis prêt à venir, mais c'est Fatma qui invite. Non, mais c'est plus facile de négocier avec Fatma que Fatma avec toi, peut-être. Je suis une très gentille fille, c'est ce qu'il est en train de dire. Enfin, la bataille, le rassemblement, c'est surtout un rassemblement de conviction. Ouais. Parce que des gens de gauche, parce que la gauche, c'est pas seulement que des partis, c'est pas seulement des organismes. Ces organismes sont périmés. Ils ont besoin de se renouveler. Mais ce qui est important, c'est la gauche. Et c'est une idée commune de valeur, et une idée commune de conviction. C'est ça qu'il faut renouveler. Et non pas les appareils. Les appareils, c'est qu'une enveloppe qu'on peut changer.
pour donc notre retour fin février l'année prochaine. On va faire une capture d'écran de ce sondage pour pouvoir le remémorer quand on va venir. Peut-être un mot avant de partir au studio pour écouter une chanson, une musique. Il y a le micro dans ta main. Ouais. Il n'est pas là. Il est en train d'écrire son programme de candidat. Il écrit son programme pour le 20e. Hein. Voilà. Non, j'espère avoir des opportunités un peu plus vastes. Non, je plaisante. Non, mais pourquoi pas? Mais moi, c'est vrai que le mandat d'élu, c'est un mandat qui est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai adoré faire ça pour la ville et le faire aussi dans le 20e arrondissement, c'est très stimulant. Mais je vois bien que il y a une distance en fait des citoyens qui, peu ou prou, ont l'impression que quand vous avez des multinationales qui pèsent 10 fois, 100 fois le budget des nations, et quand ils voient que plus que jamais la politique se fait à la corbeille, enfin à la bourse, ils ont l'impression que finalement voter ça ne sert plus à grand chose. Et tu parles de Steph Bannon là? Non, je pense des Français qui se disent mais finalement pourquoi on s'ennuie finalement? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une démocratie? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux? C'est un petit peu un des corollaires de l'élection de Macron, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires très diplômés, très capés, qui prendrait en charge vous savez, ce fameux gouvernement de techniciens qui ne sont pas politiques, comme si politique c'était un gros mot. Et en gros, l'idée c'était de dire, c'est des gens qui connaissent de la société civile, connaissent les secteurs, et ils vont manager les ministères comme on manage les entreprises. Et c'est vrai que la population peut être tentée de renoncer à vivre la démocratie, parce que la démocratie, finalement, c'est exigeant. Ça demande à lire les programmes, à réfléchir, à s'organiser. Alors que si on vous dit, on va placer un haut fonctionnaire à la tête du secteur, et comme il a fait des bons diplômes et des bonnes études, il va réussir à résoudre mieux les problèmes. Donc, il a une tête bien pleine. Mais Djihad, on peut s'écouter une chanson, le temps de prendre un verre d'eau, et de revenir pour terminer donc cette dernière partie de Ramdaniyat à Nanterre chez monsieur et madame Chouir, en présence ou avec donc le maire de la ville, monsieur Patrick Jarry. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb. Allez, bonne soirée tout le monde, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Nous sommes de retour du côté de Nanterre avec monsieur Tarek Mamami et son invité, monsieur Patrick Jarry, maire de Nanterre avec nous. Merci Medjahed dans les studios. Merci à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous suivent ce soir. Merci à DJ Nabil et à Youssef qui m'accompagnent à la technique ce soir. L'un pour l'excellente technique mise en place et l'autre pour le suivi des Facebook de la radio, parce qu'il y en a qui préfèrent regarder les images pour, par exemple, découvrir le visage de monsieur le maire qu'on va zoomer. Comme ça, la personne que vous voyez sur le Facebook live de la radio, c'est le maire de Nanterre. Donc, si vous habitez à Nanterre, vous verrez bien que quand on vous dit qu'on est avec monsieur le maire, on n'est pas avec sans souci. Et vous avez bien sûr de l'autre côté monsieur Hamou Bouakaz qui nous accompagne, pareil, lui aussi donc élu municipal à Paris, donc à Paris 20e. Et là, il faut doublement zoomer pour que ceux pour que ceux qui habitent à Paris 20 et qui entendent parler du nom mais qui ne connaissent pas le visage, jusque-là, on ne met pas les photos sur le bulletin de vote, mais si on devait mettre la photo sur le bulletin de vote, vous verrez qui est monsieur Hamou Bouakaz. Donc, on prend, il y a madame Fatna Chouir aussi qui revient donc à la charge avec nous pour le direct des Facebook Live. Et donc, on entame cette dernière partie tardive pour monsieur le maire, puisque demain il y a des élections européennes dans sa ville et que le premier des citoyens de la ville doit être dès l'ouverture de bureaux, dans beaucoup de bureaux, pour voir donc le déroulement, la sérénité du vote et les pourcentages de participation, parce que ça fait partie de la vie et politique et citoyenne. Nous allons donc terminer cette troisième partie avec, j'allais dire, que représente cette question sur les municipales, sur les européennes, qui est très importante pour nous tous, puisque aujourd'hui on sait que la majorité des décisions sont adoptées
par le Parlement européen, en tout cas par l'Europe. Que représente aujourd'hui l'Europe pour un maire, en sachant qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans une espèce de goulot d'étranglement où beaucoup de décisions sont prises plutôt à Bruxelles qu'à Paris ou qu'à Nanterre, et que derrière, en Suisse, qui a été décidé, et que quelque part, les citoyens, s'ils ne votent pas, c'est aussi parce qu'ils ont l'impression que ces élections européennes ne servent à rien, parce qu'il ne leur revient pas de décider en définitive à travers leurs députés, et que leurs députés n'ont pas le dernier mot, c'est le Conseil des présidents et des républiques et des premiers ministres qui décident à leur place. Ouais. Mais je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, enfin ce qui était dit tout à l'heure. Il y avait cette idée, mais puisque que c'est les grands groupes qui ont l'air de faire les lois à travers le monde, qui font la loi réelle finalement à travers le monde, est-ce que finalement ça vaut encore le coup de voter, de se mobiliser? Moi j'ai envie de dire, c'est ce qui donne ce pouvoir réel, ces grandes entreprises, c'est quand même aussi le fait, si on veut résister à ça, il faut voter. C'est-à-dire, si on veut pas que prenons la métropole du Grand Paris pour l'instant, pour une grande part, ce sont effectivement, c'est le marché qui détermine finalement, pour une grande part, des aménagements, etc. Si on veut contrecarrer cela, et que ce soit plutôt la pensée des hommes des hommes et des femmes évidemment, mais des hommes au sens humanité qui pèse, à ce moment-là il faut voter. Alors évidemment sur la question européenne, on n'a pas tous le même point de vue. Moi évidemment j'ai 65 ans, j'ai connu tous ces débats sur la question européenne. Et je me rappelle au moment où, par exemple, le traité de Maastricht a été voté et qui créait la monnaie unique, l'euro. Je me rappelle de ces débats où des gens, des forces politiques, des hommes politiques disaient attention, ça va créer des difficultés nouvelles pour les peuples si on crée cette monnaie unique dans la condition qui est prévue. Par exemple, comment on a pu penser créer une Europe où les marchandises circulent comme elles veulent, sans même que toutes les entreprises soient soumises au même impôt, quel que soit, sur les bénéfices, on parle de ça, quel que soit le pays dans lequel c'est. Évidemment que les entreprises, et notamment les plus grandes, allaient utiliser cette distorsion de concurrence pour aller, par exemple, se localiser en Irlande, où le taux d'impôt est... Mais, enfin, ça, franchement, les gens qui disent que ça n'a pas été dit dans les années 80 et 90 par personne, franchement, ils ont tort, il faudrait ressortir. Ça a été dit, mais on a l'impression que ça servait à rien. Oui, mais ça servait à rien parce que malheureusement, on a vendu aux Européens et notamment aux Français, on leur a vendu qu'au nom de quelque chose qui leur est très cher, qui est la paix, on leur a vendu un projet qui n'était pas celui de rapprocher les peuples entre eux et de faire de la croissance ou du développement ensemble. Donc on a usurpé, parce que c'est bien sûr qu'on sait bien pourquoi, in fine, des gens, par exemple sur le traité de Maastricht, il a été adopté parce que il y a des gens qui étaient, je me rappelle, y compris de la mobilisation du président Mitterrand de l'époque, les dernières heures avant le maintenant, et parlant de cette question-là. Mais et deuxième chose, comment on a pu imaginer faire une Europe sans même discuter dès le départ qu'il y ait un SMIC, un salaire minimum de convergence qui permette que en pourcentage du salaire moyen du pays. Mais comment on a pu imaginer ça? Bien sûr que ce n'était pas possible. Bien sûr qu'on avait créé des distorsions et donc finalement, alors voilà, donc moi c'est ça qui me met surtout un peu en colère aujourd'hui. Et donc si on veut que cette Europe rebondisse, et il faut que cette Europe elle rebondisse autrement, oui, il faut que les peuples votent
pour des choses très précises, très claires, comme celle-là, et pas se cacher derrière des slogans ou des on va faire l'Europe ensemble, enfin un truc qui peut pas marcher comme ça. Parce que ça sont des questions clés. Voilà, on a organisé la concurrence entre les peuples et au détriment de tous les peuples. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a ce résultat-là avec les dangers que du coup il y a pour la démocratie, parce que finalement, comme ça va pas très bien, la technique du bouc émissaire qu'on a connu tout au long de l'histoire de l'humanité, on voit bien qu'il est en train de ressortir aujourd'hui, et que le bouc émissaire, ça revient à la question des migrants qui arrivent pour des raisons diverses d'un pays à l'autre, de divers pays. Et non, franchement, et comme j'ai un peu d'ancienneté, ça m'agace de voir qu'en plus on ment, même encore aujourd'hui, on ment aux Français en leur disant pas. Sortons avec les archives de l'INA, sortons de la télévision, sortons les propos des uns et des autres à cette époque-là. Alors, au moins les gens ils jugeront sur pièce en se disant oui, il y a des forces politiques qui sont fourvoyées dans cette histoire-là. Voilà, il semblerait qu'il y ait deux bonnes nouvelles quand même sur ce terrain-là. La première, c'est que la France aurait exigé la fin des travailleurs délocalisés, de manière à ce que les travailleurs soient payés au même montant, au centime près, dans chacun des pays où ils vont. Et donc l'histoire du plombier polonais va disparaître, si j'ai bien compris le texte. C'est le texte proposé au Parlement français. Et puis la deuxième, le fait d'imposer un minimum Google et les GAFA, alors qu'aujourd'hui, tous ces gens sont installés justement en Irlande, ne payent que dalle, alors qu'ils prennent de la recette, ils ne payent pas les impôts, alors que le salarié français au SMIC, lui, prend son petit SMIC, et il paye sa taxe foncière, sa taxe de télévision et tout de suite. Un mot sur cette élection pour demain. Il nous reste européenne, il nous reste quelques minutes pour toi et pour Fatma sur, comme dit l'autre, tu votes pas demain? Non, moi je vais voter de toute façon. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je dois vous avouer que, heureusement que la loi me conduit à ne rien dire de plus. Parce que je serais bien en peine. C'est pas la loi, c'est une espèce d'éthique, c'est une espèce de tradition française. La loi ne t'impose pas de dire ou de ne pas dire. La loi n'a rien à voir dans ce. Si, non, tu dois plus rien dire, je crois, sur les. Non, mais oui, d'accord. Deux jours avant. Oui, mais tu nous diras demain pour qui t'a voté. La loi ne t'empêche pas. Franchement, je suis bien embêté et je déplore la qualité très médiocre, je dois avouer, d'une campagne où on a fait aussi les play-offs en politique, puisqu'il y avait les huit premiers qui faisaient leur débat, et les autres, voilà. Il y avait 8 sur 34. On a manqué de respect aux citoyens dans une certaine mesure. On est dans un monde où les problèmes sont de plus en plus complexes, et l'échelle nationale ne peut plus permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Tout à l'heure, Patrick Jarry a parlé de la complexité de gérer des questions comme le logement, et il a parlé de l'échelle métropolitaine. On a au niveau international des problématiques qui sont les mêmes, où il y a des enjeux qu'on ne peut plus gérer à l'échelon national, mais ça vaut vraiment le coup de réfléchir au cadre, à ce qu'on permet et à comment on répartit, comment on régule, de façon à ce qu'effectivement les peuples soient pas les dindons de cette farce-là, parce qu'effectivement sinon, le populisme ne peut que l'emporter. Maintenant, tu votes ou tu votes pas demain? Je vais voter parce que c'est un droit qui a été acquis difficilement. Un droit, un devoir? C'est d'abord un droit avant d'être un devoir. Et puis en France, de toute façon, c'est pas un devoir parce que tu vas pas voter, t'es pas sanctionné. Donc c'est un droit. Mais pour lequel des gens sont morts et qu'aujourd'hui encore, pour lequel des gens, on leur retire ce droit-là. Donc c'est quand même un droit d'expression fondamental. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, je déplore qu'il n'y a pas eu de campagne. En fin de compte, on s'est amusé à nous balancer des sondages et des pourcentages de tel et tel groupe, et puis à faire peur aux gens, en oubliant le pourquoi de ces élections et qu'est-ce qui est important, qui on devait envoyer pour défendre quoi. Voilà. On a surtout focalisé sur deux grands pantins. Donc moi j'irai voter.
C'est vrai que je suis pas très emballée par le vote que je vais faire, parce que bon, je pense que voilà, il correspond pas à ce que j'attendais. Et puis il donne pas de perspective non plus. Il donne pas de perspective. J'ai l'impression qu'on va sauver les meubles, qu'on est en train de se dire vite votons pour pas que les populistes aient trop de voix, parce que sinon en Europe ils vont faire la razzia. C'est pas comme ça que je pense sur la politique. C'est pas contre, c'est pas voter contre qui m'intéresse. Moi, c'est toujours des votes d'adhésion qui m'intéressent. Et là, c'est vraiment pas, voilà. Donc, mais je voterai la mort dans l'âme, en espérant que les autres gens vont voter, même s'ils votent blanc, mais qu'ils iront voter, parce que c'est important. Alors, le principe, c'était de voter pour le meilleur, et on se retrouve à voter pour le moins pire. Exactement. Je suis désolée, mais Faire des calculs, voilà. savoir si... Micro à mou. Ou alors faire des votes un peu avec des calculs, savoir s'il faut avoir une perspective européenne, c'est-à-dire voter pour le parti qui risque, s'il a des députés, de remporter la majorité au Parlement, ou bien s'il faut voter en fonction de ses appétences à soi et de considérations plus nationales. C'est très compliqué, hein, franchement. Ouais, la seule chose que j'espère, c'est qu'il y ait un sursaut. Je suis pas convaincue, je suis quand même un peu inquiète. Alors, on a des chiffres qui ont beaucoup augmenté sur le taux de participation au cours de la dernière semaine. On monterait jusqu'à 47% de participation, ce qui serait énorme au premier sondage qui tournait autour de 22%. Mais moi, comme je disais, je suis pas sûre que même si on a un vote populiste gagnant, que ça marque les esprits. Malheureusement, il y a une espèce de désaffection, comme disait tout à l'heure Hammo, et puis les gens ne se sentent plus responsables. Enfin, ils sont quand même responsables et partenaires, et je veux dire, on peut pas dire que c'est les autres, quoi. C'est pas toujours la faute des autres. Si on s'implique pas, si on participe pas, si on n'est pas acteur, faut pas pleurer. Les lois sont pas votées que pour quelques-uns. À un moment donné, elles ont une portée générale. C'est comme les lois sur la sécurité là, qui ont été votées récemment, et bien, à un moment ou à un autre, le citoyen lambda risque de se trouver face. Et donc là, il pourra pleurer, ce sera trop tard. Monsieur le maire, je crois que il n'y a pas beaucoup d'optimisme en face. Non, ça serait vraiment étonnant de pouvoir être optimiste. Oui, en plus c'est Hamou qui le dit. Les auditeurs n'ont pas écouté la phrase, donc on peut la répéter au micro à la main. Hamou. Non, je dis qu'il fallait vraiment être aveugle pour ne pas voir que c'était la galère. Alors, je précise juste pour les auditeurs de France Maghreb 2 que M. Hamou Barakaz n'est pas aveugle, mais il est déficient visuel. C'est pas la même chose. Non, moi je suis totalement aveugle, j'assume. On est en plein Ramadan, mais comme la rupture est passée, cher Hamou, tu peux nous rappeler ta phrase sur le bon Dieu qui t'a fait pendre, mais en oubliant les pièces détachées au passage? Non, mais non, sur quoi tu veux que je te parle? Sur le pourquoi j'ai une excuse pour pas faire le Ramadan ou bien non, mais pourquoi le bon Dieu a oublié de mettre les yeux en face des trous? Non, c'est du travail d'arabe, que j'ai pas été fini. Il a manqué des pièces, ils m'ont livré sans avoir terminé le boulot. Et donc il y a les yeux qui fonctionnent, le cerveau il paraît qu'il fonctionne. Mais le câble entre les deux, ils ont oublié de le poser. Bon, mais je reste optimiste parce que normalement le Bluetooth ou le Wi-Fi, peut-être ça va régler le problème. Et du coup, je serai plus que arabe et non pas aveugle et arabe. Il y a un handicap là. La moins-value. Non, mais un mot pour ça, s'il est élu un jour député ou président de la République, il prendrait la place de 3 personnes. Le kabyle, l'arabe et le non-voyant, l'handicapé. Donc il fera plaisir à beaucoup de gens en même temps. C'est une minorité, parce que c'est à la mode ça aussi. Et il a de la chance, il n'est pas femme en plus, parce que sinon là, il cocherait toutes les cases. Donc on va terminer sur cette histoire européenne, monsieur le maire, parce que c'est un sujet sérieux, qu'il nous reste quelques heures pour réfléchir pour ceux qui n'ont pas encore décidé, et que quel que soit le bulletin que nous mettrons demain, tout citoyen, en tout cas toute personne qui se considère comme citoyen de ce pays, doit se déplacer, et on est à 0h53, doit se dire, je dois me déplacer, il y a 43 listes, il y a 34 listes, excuse-moi, un mot, je prends celle, je prends celle que je veux, je prends une au hasard, sauf peut-être, et ça moi j'ai le droit de le dire, celle qui rejette les autres, il y en a 3 ou 4 de ce genre de liste, ou un bulletin blanc. Et j'ai même dit dans une autre émission, cher Patrick, que si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez un billet de 5 €. Ça fera plus plaisir aux assesseurs qui seront obligés de rédiger tout un PV de réunion pour envoyer les 5 € à la trésorerie nationale.
Oui. Non, c'est pas une bonne suggestion. Mais je te l'ai dit, moi je retiens plus la formule de Fatna. Voter, c'est un droit. C'est un droit, quoi. Un droit c'est la raison de le dire, qui a été acquis dans des conditions difficiles, qui est pas si lointain. Par exemple, prenons les femmes. C'est presque hier, hein, c'est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et des peuples ou des pays où ce droit est confisqué aux gens. Il l'est parce qu'ils ne l'ont pas, ou il l'est parce qu'on détourne les élections. Les élections sont bagouillées, sont pas sincères, etc., ou même il y a des violences pour aller voter. Donc c'est très important. Et après, moi, je suis évidemment dans l'idée qu'il faut que chacun vote en pensant, là, pour le coup, à la liste qui se rapproche le plus des convictions qu'il a, ou de ce sur quoi il veut mettre l'accent dans la période qui est. Parce qu'après, tout ce qui est des calculs de ce par quoi, etc. Bon, tout ça dénature le vote. Je pense qu'il faut, même si je partage avec Amouk le débat qui a eu lieu, ou la quasi-absence de débat qui a lieu n'aide pas les citoyens à prendre leurs responsabilités et à exercer ce droit qu'ils ont. Mais voilà, tant mieux si on arrive à tout à l'heure tu as dit que peut-être il y avait un peu plus, peut-être il y aura un peu plus de votants que ce qui est prévu. Tant mieux, quoi. Ça serait en tout cas une belle image que donnerait la France si tel était le cas. Excusez-moi, donc il nous reste quelques minutes pour terminer cette belle soirée. Alors j'ai fait exprès de ne pas évoquer les problèmes internationaux. Je dirais juste un mot. J'allais dire, si on devait mettre une échelle de valeur dans les malheurs de l'humanité, et c'est toujours difficile, je mettrais ce soir le Yémen au-dessus du tas, parce que c'est un pays qui souffre, c'est un pays dans lequel les gens meurent, et c'est un pays qui est pour moi illégitimement attaqué, parce que je ne comprends pas qu'un pays décide que les gens de l'autre pays ont fait tel ou tel choix, et qu'il nous revient à nous, comme pays dominant ou fort, d'aller régler le problème interne à nos pays. Donc, après, il y a bien sûr toutes les répressions que les populations citoyennes de divers pays, mais de confession musulmane, subissent. Et donc, un mot pour la Birmanie, un mot pour la Chine, un mot pour la Palestine, parce qu'on ne peut pas ne pas y penser dans cette souffrance. Et bien sûr, après, peut-être un mot sur l'impérialisme américain, qui n'est pas content de Venezuela et donc qui veut changer la présidente de Venezuela par la force, qui n'est pas content d'un rapport avec l'Iran et qui menace de faire la guerre, alors qu'on a passé, c'est pour ça que j'ai préféré qu'on passe cette soirée franco-française et plutôt sur Nanterre pour le vivre ensemble, parce que de cette ville, on peut toujours envoyer un message de vraiment de triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité, et quand on peut faire du local, peut-être qu'on peut réfléchir et penser à l'international et au global. Et c'est ce global qui nous manque, qui nous détruit aujourd'hui, y compris par les réseaux sociaux. Donc merci Fatma, si elle veut dire le mot de la fin. Hamou pareil, monsieur le maire pareil. Et puis nous remercierons nos techniciens dans les studios et ici avec moi qui m'accompagne. Et Fatma, peut-être le dernier. Mais merci à vous tous d'être présents. Merci de ce rendez-vous annuel, qui est toujours pour nous un plaisir. Hein. Je parle au nom de toute la famille Chouir. Un plaisir de vous accueillir, un plaisir de perpétuer pour nous ce qui est devenu une tradition et qu'on espérons continuer pendant très longtemps. Merci aux techniciens, merci à la Radio France. Notre mandat n'est pas en cause. Notre mandat, on le décide tout seul, on continue, on fait stop. On risque pas de passer par les heures pour nous faire éjecter. Mais ça fait 16 ans quand même. Hein. Ouais. 16 ans. Même bientôt 17, voilà. 17 ans, c'est quand même un bail. Et comme quoi, le vivre ensemble, on l'a quand même bien vécu ici. Hein. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.